Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Écoute Active qui signe la fin de la saison 2 de l'émission. Pour fêter ça, on est en direct et en public dans le cadre du festival à l'école de l'Anthropocène. Et pour finir ce cycle, il sera question de santé mentale dans la musique. On va se demander s'il faut impérativement souffrir pour créer. On aime croire que les plus grandes œuvres naissent des blessures les plus profondes, qu'il faut traverser quelque chose, tomber, souffrir un peu ou beaucoup, des fois, pour avoir quelque chose à dire. Dans la musique, cette idée est partout. Des chansons écrites depuis le manque, l'anxiété, les ruptures, le deuil, la solitude. Des artistes qui mettent des mots là où parfois nous n'en avons plus. Des refrains qui deviennent des refuges, des concerts qui ressemblent à des espaces où on peut enfin déposer quelque chose de soi. L'art peut faire du bien, il relie, il répare parfois. Il nous aide à traverser. Mais derrière ces œuvres qui parlent de santé mentale, il y a aussi les personnes qui les fabriquent. Et leur réalité raconte souvent une autre histoire. Précarité, rythme instable, injonction à produire, exposition permanente, fatigue émotionnelle, confusion entre la personne et le personnage. Alors aujourd'hui, dans Écoute Active, on explore ce paradoxe quand l'art devient un espace de soins collectifs, mais que le système qui le produit fragilise parfois celles et ceux qui le font exister. Pour en parler aujourd'hui et pendant 1 heure, je suis avec DJ Pom Pom Pom. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va. Ça va, on va en parler du ça va, ça va être toute la thématique. Donc toi, tu es DJ lyonnaise d'origine capverdienne, tu façonnes des sets où se croisent reggaeton, mumbaton ou dembo, nourris autant par tes héritages musicaux que les cultures queer dont tu fais largement partie. D'ailleurs, tu as cofondé le collectif Oshumare qui organise des événements afro-queer à Lyon ici. Oui. Pour toi, le dance floor peut aussi devenir un espace de relâchement, de liens et de puissance collective. Donc merci beaucoup d'être avec nous. Avec plaisir. Merci à toi pour l'invitation. Juste à tes côtés, Cindy Poche, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu toi aussi ? Là, tout de suite, ça va très bien. Ah, ça c'est chouette. Toi, tu es chanteuse, compositrice installée à Lyon, née en France et ayant grandi à Yaoundé au Cameroun. Tu explores un univers musical entre soul, trip-hop, maloya, musique d'Afrique centrale et surtout au cœur de ton travail, la voix, le son comme espace sensible de transformation et parfois même de réparation. Je pense qu'on va en parler. Donc encore merci d'être là pour ce beau débat. Merci à toi. Et puis, en direct, mais à distance, Mélanie Goss, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu nous entends bien ? Ouais, je vous entends bien. Super, merci aussi d'être là. Tu es psychologue clinicienne, psychanalyste et chercheuse, engagée sur les questions féministes et queer. Tu travailles sur les questions de subjectivité, de pouvoir, de normes, de résistance au système dominant, tout un programme. Tu vas nous aider à penser ce lien étroit et parfois ambigu entre création, vulnérabilité et système culturel. Je glisse aussi que tu fais partie d'un super podcast, le Tiroir Caisse, avec Sophie-Marie Larouille sur la parentalité que je conseille fortement à nos auditrices. Comment ça va pour toi aujourd'hui à Paris ? Ça va très bien. Ravie d'être avec vous. Eh ben, merci beaucoup à vous trois. Écoute Active, on y va. Écoute Active. Et donc, pour démarrer ce plateau radio, faut-il souffrir pour créer ? Grande question qui nous habite pendant 1 heure. On va commencer par quelque chose d'assez étrange collectivement. Pourquoi on continue à associer création et douleur, comme si l'art devait forcément coûter quelque chose, comme si un artiste heureux était parfois moins crédible ? Je voudrais qu'on questionne cette figure-là. Je commence par toi, Cindy. Toi, tu écris, tu composes. Et est-ce qu'on crée forcément depuis une blessure ? Est-ce qu'on écrit mieux quand ça va mal ? Ou est-ce qu'on écrit juste différemment quand on va mal ? Voilà. Quel est ton avis sur cette question ou ton expérience ? Alors moi, je peux témoigner de mon rapport à moi, à la création. Et je pense pas qu'il faille souffrir pour créer. Je pense qu'il faut vivre pour créer, entrer en résonance avec le monde, les choses, les autres, et ouais, peut-être avoir quelque chose de cette expérience-là personnelle à témoigner. Moi, j'ai un peu, en ce qui me concerne, les moments de souffrance sont pas forcément les moments où je vais me mettre dans la création. Et en tout cas, moi, c'est vrai que je considère la création comme un... Ouais, peut-être que ça accompagne la traversée de moments douloureux, mais en tout cas, je considère vraiment ça comme un geste de soin. Moi, j'ai l'impression que je fabrique des choses pour aller mieux et pour traverser des états,
vraiment fabriquer une matière qui va pouvoir agir sur moi. Mais non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très... ouais, je sais pas, culturellement, ce truc de il faut souffrir pour aller mal. J'ai l'impression que ça peut manquer aussi un peu de nuances, quoi. Enfin, il faut vivre, il faut ressentir les choses, il faut traverser les choses, il faut aussi en sortir. Je me souviens, à un moment, j'avais travaillé avec une metteuse en scène, comédienne qui m'avait aidée pour un de mes spectacles. Et en fait, il y avait une chanson, mais assez intense pour moi, qui disait « Je veux dire quelque chose avec ce corps ». Et en fait, elle m'expliquait que si j'avais envie de transmettre aussi sur scène cette émotion-là, en fait, c'était pas forcément en étant moi-même en train de la vivre de manière hyper cathartique, mais peut-être plutôt en l'ayant déjà un peu digérée et en pouvant la transmettre aussi aux autres sans faire en sorte que mon émotion à moi, elle prenne absolument toute la place et finalement puisse pas du tout laisser la place à ceux qui reçoivent de mettre aussi en résonance avec eux et elles, leurs émotions, leurs sensations, etc. Donc ouais, moi, assez basiquement, je pense que non, il faut pas souffrir pour créer. Et que potentiellement, ça manque de nuances, c'est ce que j'entends. Oui. Mélanie, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on projette collectivement un espèce de fantasme sur les artistes, celui de personnes plus intenses, plus fragiles ou plus vraies que nous, quelque part? Je pense qu'en tout cas, je rejoins ce que dit Cindy. Je pense que cette figure de l'artiste un peu maudit et qui doit aller mal, je pense qu'elle se construit au moment du 19e avec les romantismes allemands, où je pense que l'artiste, presque, je dirais, on pourrait ramener l'artiste au mot queer, c'est-à-dire que c'est cet être humain qui n'est pas nous pour les questions majoritaires, parce qu'en fait, l'artiste est toujours aussi quelqu'un qui doit très longtemps, il dépend du mécénat, enfin je veux dire, il dépend de beaucoup de choses, que ce soit du Moyen-Âge jusqu'au moment du 18e avec la royauté, c'est quand même toujours quelque chose qui vient amuser ou qui dépend d'un rapport de pouvoir beaucoup. Et du coup, je pense que l'artiste, afin de se différencier de ce qui serait des humains, je pense qu'on l'a beaucoup construit dans une image d'être qui doit souffrir, qui doit porter un peu la misère, la souffrance, enfin comme tu dis, presque comme la tragédie, quoi. Il y a quelque chose de l'artiste qui doit faire vivre quelque chose de cathartique et qui, je pense, a beaucoup enfermé les questions de création là-dedans. Enfin, je sais pas si je suis très claire, mais je trouve ça super que tu puisses dire que il faut surtout vivre pour créer, quoi. En effet, je pense que c'est surtout ça l'enjeu, quoi. Oui, et comme vous le dites un peu en sous-texte toutes les deux, il y a la question de la représentation, de ce qu'on représente face au monde. DJ Pom Pom Pom, toi, quand on est DJ artiste et personne publique, est-ce que des fois tu sens une pression à raconter quelque chose de toi? Est-ce qu'il y a une forme d'injonction à transformer l'intime en identité artistique? Est-ce que c'est quelque chose que tu ressens dans ta pratique à toi? Oui, c'est surtout avec moi ce que je porte en tant que... Je suis pas juste DJ, j'arrive en tant que femme noire, queer, sur des événements, sur des lieux. Et du coup, en fait, j'ai l'impression aussi que le public a ce besoin de fête. Et pour moi, c'est aussi, du coup, je dois aller bien sur scène pour le public, peu importe ce qui se passe. Sur le moment où je suis sur scène, c'est un truc qui doit apporter de la force et de l'énergie. Et c'est un peu ça que je ressens, en fait, ce truc en tant que figure sur scène, de montrer quelque chose pour les autres. Ouais, d'avoir un rôle, comme on disait, cathartique tout à l'heure. Et donc, tu l'as dit, tu viens des communautés queer où les espaces de fête peuvent être des espaces aussi parfois on va le dire, de survie presque dans cette société patriarcale. Comment on partage quelque chose de soi sans que ça devienne une performance permanente de sa vulnérabilité? Comment tu arrives à te protéger, toi, entre ces deux, la représentation dont tu parles et toi, tout simplement, en tant qu'humaine qui, des fois, a besoin aussi de te reposer et de calme, de douceur? Beaucoup de repos entre les siestes, voilà. Voilà, entre les sets, je pensais à sieste justement. Ouais, beaucoup de siestes entre les sets. Chose que j'ai pas fait après mon set d'hier. Merci d'être là malgré l'absence de sieste. Ça fait plaisir. Mais du coup, j'ai un peu à la fois cette chance, j'ai envie de dire, de ne pas devoir mixer tous les jours.
Mais c'est aussi le problème, parce que tu as l'aspect financier qui va derrière. Mais moi, par exemple, si là, je fais un week-end où j'ai mixé deux soirs, et ben après, il va me falloir toute une semaine de récupération. Donc, c'est un peu ça, ce truc que je montre pas et qui n'est pas vu. C'est tout ce qu'il y a derrière, toute la préparation mentale, toute la préparation psychologique, le repos physique qu'il y a besoin. Avant et après. Par exemple, moi, hier, j'ai mixé au sucre. Et ben, avant d'y aller, je n'ai parlé à personne de toute la journée. Je suis restée seule toute la journée. Sinon, je me suis dit, j'aurais pas pu. J'aurais pas pu être dans une sorte de performance. Et tu valides, Cindy, cette façon de se protéger aussi de son personnage public, parfois en faisant des pauses avec lui? C'est intéressant parce que, en fait, j'ai l'impression, moi, d'avoir capté naïvement que récemment, en fait, c'est bizarre ce que je vais dire, hein, mais que moi aussi, j'avais un personnage public. En fait, là, ces dernières années, j'ai tellement créé à partir et donc partagé des choses qui étaient justement à partir de ma vulnérabilité. J'ai fait beaucoup de projets de musique où il y avait pour moi une injonction à la fête et à aller bien et à divertir. Et en fait, à partir du moment où j'ai créé ma propre musique, c'était aussi, je pense, une revendication de ma vulnérabilité. Et du coup, je l'ai beaucoup partagé. Et je me disais, en fait, du coup, il n'y a pas... Enfin, bon, c'est toujours le cas, mais je veux dire, il n'y a qu'une Cindy. En plus, j'ai pas de nom. Oui, t'as pas un nom de scène. Voilà, donc c'est Cindy Poche, voilà. Et en fait, là, cette année, en fin d'année dernière, j'ai vraiment ressenti une énorme fatigue qui m'a vraiment donné envie de faire une pause et de me reposer, ce que j'ai fait. Et je me suis dit, mais en fait, il y a cette Cindy Poche plus personnage public qui est en train de me fatiguer. Et là, j'ai juste envie, en fait, de dormir, faire des gâteaux et des goûters avec mes potes. Et donc, j'ai fait beaucoup ça. Et je me suis dit, ah putain, enfin, on peut dire putain, je sais pas. On peut dire un peu. Je me suis dit, ah, mais je comprends les gens qui ont, en fait, un autre nom. C'est vrai que c'est pas mal, en fait. Et donc, je suis un peu dans un moment où je découvre ce truc de, ah, mais en fait, en plus de la Cindy artiste, enfin, avant la Cindy artiste, en vrai, il y a la Cindy qui adore cuisiner, se reposer, etc. Et là, que j'ai repris vachement d'activité là, ces derniers mois, je me dis, il faut que je garde ça, il ne faut pas que j'oublie ça. Cette lenteur-là et cette connexion aux choses que j'aime et qui précèdent mon geste artistique. Ce qui est un peu nouveau, quoi. J'avais fusionné vachement avec ce que j'avais à dire artistiquement, en fait. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ça que ça m'inspire comme réponse. Tu voulais réagir ? Non, j'allais dire ça me parle aussi, quoi, en fait, tout ça. Puis moi, en plus, moi, j'écris pas texte ou autre, mais c'est aussi ma fatigue et ma douleur qui me donnent encore plus envie de monter sur scène. C'est-à-dire que ce truc négatif, j'en fais un truc positif parce que ça me soigne aussi. C'est-à-dire d'avoir ces moments de joie, ces moments de danse, ces moments de célébration. Ça soigne les moments où moi, je vais pas bien. C'est un peu ça aussi. Oui, pour réagir à ce que vous venez de dire, je glisse une petite donnée. Certaines études montrent que les professionnels de la musique rapportent des niveaux d'anxiété, de dépression significativement plus élevés que la population générale, il faut quand même le savoir. Parfois jusqu'à 3 fois selon certaines enquêtes britanniques. Donc, est-ce que la création fait souffrir ou les conditions dans lesquelles on crée font souffrir? Mélanie, d'un point de vue psychanalytique peut-être, ou plutôt psychologique, soyons plus larges, qu'est-ce que tu penses de ce qui vient d'être dit sur se protéger avec un personnage public ou pas? Enfin, voilà, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je pense qu'il n'y a pas une réponse, mais que, en effet, chacun trouve un peu, je pense, ses endroits de soins entre, je pense, l'espace collectif public, l'espace de scène, de représentation. Et en effet, je pense que la création d'un personnage, ou en tout cas, ou vraiment d'avoir je sais pas du coup comment tu dis, mais un autre nom qui fait que tu t'incarnes dans quelque chose, mais où on voit aussi que ce qui n'empêche, c'est du repos. En fait, je pense que la question du soin, elle passe aussi beaucoup par la question du rythme et de toujours, en effet, avoir des temps de récupération. C'est-à-dire, et c'est vrai qu'en plus, par exemple, à mon cabinet, quand on parle par exemple, de personnes précaires, c'est vrai que moi, j'ai très peu, je pense que j'ai 3 artistes au cabinet, parce que je pense qu'en effet, prendre du temps pour soi, prendre du temps de soin, s'autoriser à se retirer, parce qu'en effet, il y a des questions financières et je pense
je suis pas spécialiste, mais je pense d'autant plus pour vous en tant que DJ, je pense qu'il y a peut-être moins de protection aussi sociale et aussi pour la santé mentale. C'est-à-dire, il y a une médecine du travail pour les intermittents, mais je sais qu'il y a plein de DJ qui sont même pas intermittents. Donc, je pense que c'est vraiment toujours penser pour soi des moments de récup. Et c'est vrai que je pense que cette question du personnage de scène ou du personnage un peu comme ça qu'on se crée, même si Cindy, on voit qu'en fait, il n'y a pas d'autre nom, mais comment tu peux quand même te créer une enveloppe qui te permet de faire cette jointure, je pense que c'est importante, de toute façon. Mmh. Absolument. On va se faire une petite pause musicale. On va découvrir ton travail, Cindy. Tu nous as proposé Enlève ton cœur, qui est sorti en 2023 sur le label Infine. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce morceau? Pourquoi tu l'as choisi aujourd'hui? Je l'ai choisi parce que c'est vraiment un morceau qui est un matériel de soin pour moi. Je l'ai vraiment fabriqué comme un petit baume dont j'avais besoin. Et voilà, c'est un petit baume que j'offre. C'est une petite crème qui dit « ça va aller ». Bon, on va s'écouter cette petite crème qui dit ça va aller. On se retrouve tout de suite sur Écoute Active. Enlève ton cœur, enlève ton cœur sur ça. Repeuple de myriades de couleurs, les terres des froids. Enlève ton cœur, enlève ton cœur sur ça.
C'était Enlève ton cœur de Cindy Poche, donc sorti en 2023 sur le label In Fine. Ça nous a mis dans une ambiance très douce. Merci Cindy pour ce partage. On reprend donc sur Faut-il souffrir pour créer? Parce qu'on parle souvent de santé mentale comme d'une affaire intérieure, mais créer, jouer, tourner, performer, ça passe aussi par le corps. Et le corps des artistes est souvent mis à rude épreuve. La musique, c'est physique, des nuits courtes, une surcharge sensorielle, l'adrénaline, la fatigue émotionnelle, la solitude aussi après scène. Alors, que fait le travail artistique au corps? C'est un petit peu ce qu'on va se demander. DJ Pum Pum Pum, on en parlait en plus un peu en off tout à l'heure. Toi qui travailles dans la fête, qu'est-ce que ça fait au corps de tenir une présence constante? Quand on est DJ, on donne de l'énergie tout en devant gérer la sienne. Comment on tient? Très dur. Alors, il y a les deux parties. La partie physique où, beaucoup de... J'ai mal partout tout le temps. Du coup, j'ai commencé à avoir une kiné parce que les torticolis, les machins, les mal aux jambes, etc. Encore là, je mixe beaucoup des sets de 1 heure, mais il m'arrive de faire des sets de 5 heures. C'est-à-dire que imaginez-vous en soirée, rester 5 heures en train de piétiner sans faire autre chose avec le regard des gens. Donc c'est un peu dur physiquement parlant. Et puis après, au niveau du mental aussi, c'est aussi très dur parce que, comme je viens de le dire, on a le regard. Il faut tenir aussi, c'est-à-dire que on est en concentration constante. Surtout, moi, dans ma façon de mixer, je mixe très vite et j'improvise beaucoup, donc je vais très... faut que je sois au tac, que je regarde le public, que je fasse, etc. Donc, être très... Réactive. Voilà, très réactive. Ce qui fait que ça demande beaucoup d'énergie aussi. Et donc, à la fin de chaque set, je suis lessivée. Voilà, et c'est aussi pour ça que moi je bois pas d'alcool quand je mixe. Du coup, je bois quasiment pas d'alcool aussi. J'essaye de limiter les boissons énergisantes parce que je me dis, en fait, là, je vais enchaîner. Et après, c'est dur aussi de prendre le sommeil. Donc, hier, j'ai bu 2 matés. Je suis rentrée chez moi, j'étais en mode, j'ai envie de danser encore. Donc c'est aussi ça, de faire attention après à notre physique, c'est très dur aussi. Ouais, il y a toute une gestion de produits, de substances, la question du rythme, on y revient, tu l'évoquais Mélanie. Toi Cindy, tu travailles beaucoup autour de la voix comme un espace de transformation, c'est vraiment central dans ton projet. Est-ce qu'une voix raconte ce qu'un corps traverse? Et ça c'est une question qui me plaît particulièrement en faisant de la radio, je trouve que... Déjà moi je pense que la voix fait partie du corps. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai compris, que j'ai appris, que je continue d'apprendre. Et du coup, ça me permet d'avoir vraiment pas la même approche que quand j'étais plus jeune. Et d'avoir une hygiène aussi énergétique, physique, émotionnelle qui comment dire? Oui, qui avec cette idée-là qu'en fait, dans une approche un peu holistique finalement, quoi. Et je me souviens qu'aussi plus jeune, c'est comme si je me disais en fait, mais aujourd'hui ma voix elle est un peu cassée, ma voix elle est un peu comme si j'avais un peu une idée de ma voix qui devait être toujours d'une certaine façon. Et à un moment donné, je me suis dit mais en fait c'est complètement absurde. Je veux dire, si je suis fatiguée, je marche un peu plus lentement. Si j'ai trop mangé, il se passe ci ou ça ou ça. Donc en fait ma voix, elle témoigne complètement du même mouvement. C'est juste. Puis la voix, c'est le souffle aussi. Donc il y a vraiment quelque chose de. Pour moi, c'est ultra conditionné à comment on est ancré, comment on est dans notre ventre, comment on est plus ou moins impacté par les énergies qui nous entourent, etc. Donc, et pour moi, la voix, c'est vraiment une émission extérieure de plein de choses qui nous composent, quoi. Et du coup, là, en ce moment, depuis quelques années, j'ai vraiment compris que moi, je pouvais pas faire ce métier sans une espèce d'hygiène énergétique hyper un peu intense, quoi. Donc, je suis suivie par une énergéticienne pour voir que tout circule. J'essaye de prendre du temps de plus en plus pour méditer, me poser avec moi-même, me connecter avant les concerts. Je sais que j'appelle aussi vachement à ce que ce qui sorte par ma voix, parce que pour moi, c'est aussi un canal, en fait. Il y a quelque chose où je vais transmettre des choses et en fait, il faut que je puisse ouvrir, il faut que ma voix puisse être l'outil. À la fois, c'est mon corps, à la fois, c'est un peu un outil extérieur. Donc, ce rapport, il est un peu particulier. Parce que c'est pas vraiment... les cordes vocales, c'est un organe, en vrai.
mais c'est un peu, je pense, c'est peut-être le seul organe qu'on peut percevoir de l'extérieur. Donc c'est hyper étrange, cette conscience très concrète. Moi, quand je pense à ma voix de manière très technique, je pense à mes cordes vocales, je peux me faire des massages aux cordes vocales, enfin un truc très très physique, et à la fois un truc très très en fait c'est aussi ton âme quelque part, c'est pas que ton corps, quoi. Donc oui, la voix c'est le corps, la voix ça témoigne du corps, et ça témoigne aussi même des autres. Moi je pense qu'il y a des choses qui sortent par notre voix qui nous appartiennent même pas, quoi. Bon, là, ce sera une autre conversation. Mais... C'est très intéressant. J'en profite pour une petite anecdote, mais dans une autre vie, j'ai travaillé avec des autistes et des déficients visuels. Donc, je leur disais bonjour au portail le matin, des collégiens et collégiennes. Et il y a des matins où ils me disaient t'es fatigué aujourd'hui. Juste avec le bonjour, comment ça va. Donc, bien effectivement, sûr. La voix est très marquante. Merci pour ce partage hyper intéressant. Mélanie, que devient quelqu'un quand son corps devient aussi son outil de travail et parfois même une marchandise? On va commencer à parler un peu capitalisme aussi dans ce plateau. Oui, bah c'est un peu c'est ça que je trouve intéressant entre vous deux, c'est-à-dire que j'avais envie de dire en écoutant Sydney Pompom, c'est-à-dire que la difficulté c'est pour les deux, je dirais de façon très différente, c'est en fait pour moi le corps, on pourrait presque dire que c'est aussi un organe, tout comme t'as raison, la voix est un organe, mais je trouve qu'au niveau de toi où en fait il y a quelque chose de travailler avec son corps, mais qui est justement de défaire le corps d'une emprise capitaliste, et que le corps, on en a fait un truc très machinique, toujours pareil au 19e avec la révolution industrielle, qui serait que je pense que l'enjeu pour vous deux à des endroits différents, c'est comment, c'est pour ça que tout ce que vous dites des rythmes et d'une santé mentale, en fait la santé mentale, la pulsion avec Freud, elle est corps, psyché. C'est vraiment cette chose, et la libido au sens de l'énergie, elle traverse le corps et la psyché. Et donc, tout votre enjeu, je pense, pour vous, qui est très exigeant, c'est la question du relâchement. C'est-à-dire, en effet, si tu travailles pendant 5 heures, si tu fais un 7, je pense que tu te blesses aussi si t'es pas constamment dans des états de relâchement. Et en même temps, je pense que le relâchement, il est paradoxal parce qu'on se dit, il faut que je tienne. Donc, pour tenir, pour un peu que t'aies en plus après d'autres 7, pour tenir, il faut que je sois endurante, et donc du coup un peu tout de suite on tombe dans des dimensions capitalistes. Et en effet la voix, je dirais qu'elle amène déjà d'emblée quelque chose du relâchement, mais je pense qu'il est moins évident quand tu travailles beaucoup avec ton corps. Oui, ça donne une conscience forcément de son corps qui est décuplée, le fait le métier que vous exercez toutes les deux. Mais je pense qu'en tant que DJ, tu peux aussi, je sais pas ce que t'en penses, mais potentiellement perdre justement ce côté. Tu peux, si t'es pas attentif aussi à ça et à une forme en effet de soin, un peu sortir de ton corps, quoi, et que ton corps devient un outil, et oublier un peu d'habiter son corps et de pas se faire mal. Oui, je vois tout à fait. Ouais, ça te parle? Ouais, ça me parle. D'ailleurs, je voulais te demander aussi, parce qu'il y a la question donc, du soin et du soin aussi collectif. Est-ce que le dance floor peut devenir un espace de soin collectif dans les communautés queer, notamment? La fête est parfois plus qu'un divertissement, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Est-ce que parfois on danse pour survivre? Est-ce que le corps collectif aussi parfois peut être un endroit de soin quand on fait la fête tous ensemble, par exemple? Oui, tout à fait. C'est aussi ce qui a motivé la création de mon collectif au Choumaré, que j'ai co-créé avec une artiste drague qui est une femme trans qui, du coup, par son art, du coup, ça l'aide énormément. Et moi, je le vois, en fait, sur les dance floors, sur la scène, en fait, quand on arrive à créer un espace où les gens se sentent en sécurité, les gens se sentent safe, avoir un moment... où tu peux te défouler à fond sans penser à autre chose, où tu te sens à l'aise, où tu vis en fait le moment à 100%, et qu'en fait la fatigue, j'ai envie de dire, c'est de la bonne fatigue. C'est-à-dire qu'après t'es épuisé, mais t'as sorti tout le racisme que t'as vécu pendant la semaine, tu l'as sorti en dansant. Il y a une fatigue qui recharge aussi. C'est ça, c'est un peu ça. Après tu t'es bien en fait. Est-ce que la musique peut accompagner une forme de guérison, Cindy? Je sais que c'est un peu ton sujet, si tu veux bien nous en parler. C'est notre sujet. C'est notre sujet. Oui. oui, complètement. Enfin, et d'ailleurs, en fait, dans plein de contextes et de cultures, la musique est utilisée à des fins de guérison.
Après, dans le capitalisme, la musique, c'est pour l'argent. Mais je sais que j'ai fait longtemps du maloya, qui est de la musique, une musique traditionnelle de La Réunion. Du coup, c'était hyper intéressant parce que les amis qui étaient dans ce projet de maloya, en fait, bien sûr, donc on était tous et toutes intermittentes, et donc on gagnait notre vie avec ce projet. Mais c'est vrai que c'était beaucoup de personnes qui avaient grandi à La Réunion avec cette culture qui est vraiment du chant polyphonique et de la polyrythmie. Donc c'est très physique. Il y a beaucoup de rythmes, de percussions, de corps, de voix, de chants ensemble collectifs. Et c'est vrai que eux, ils chantaient le maloya. Presque ils l'avaient pas appris, quoi. Je veux dire, là maintenant c'était leur métier. Mais en fait, depuis bébé, en fait, ils avaient cette culture-là pour se lier, pour certaines cérémonies, etc. Et je sais que j'ai adoré faire de la musique avec eux parce que il y avait vraiment cette dimension-là, même si on était ici en France métropolitaine, il y avait cette dimension-là de joie collective, de partage via la voix, et du coup, c'était voilà. Je pense que on peut faire de la musique en passant à côté de ce truc-là de guérison si on est que dans un truc performatif. Mais pour moi, oui, en fait, c'est une matière qui, mise en résonance avec les autres, qui sortent d'eux aussi la même matière. Enfin, je parle de la polyphonie que je trouve vraiment révolutionnaire, je sais pas comment dire. Oui, je trouve que la voix, c'est un outil. Et surtout, pardon, je parle beaucoup, mais moi, j'ai été très inspirée ces dernières années par des personnes qui se servaient de leur voix pour guérir et qui n'étaient pas chanteurs ou chanteuses. Vraiment des soignants, des soignantes qui allaient se servir de la voix comme, en fait, il y a des fréquences qui vont sortir, et ces fréquences-là sont des fréquences qui vont agir sur des molécules dans notre corps, etc. Donc, des fois aussi, laisser advenir des gestes, tu peux te dire que de faire en fait, ça fait du bien, peut-être à toi, peut-être à d'autres, et en fait, il n'y a aucune performance dedans. Et la voix avant la chanson, avant la musique, en fait. Mélanie, la voix, mais aussi la parole, c'est un peu ton domaine d'expertise. Est-ce que tu rejoins Cindy dans cette approche ? Ouais, surtout je trouve ça hyper intéressant parce que en effet, apparemment, tu disais Camille que tu as eu une expérience avec des enfants autistes, mais il y a toute une psychanalyste qui s'appelle Dominique Mazéas qui a construit toute sa thèse sur la prise en charge d'enfants autistes et sur le souffle. Et en fait, la personne la plus musicienne, mais la plus archaïque et la plus collective, c'est le bébé, en fait. Parce que comme tu dis, le bébé, en fait, il a des fréquences au moment où il est dans le ventre avec l'eau et le liquide amniotique. Et en fait, après, quand il sort, comment en fait les sons ne lui paraissent pas du tout les mêmes que les sons dans le ventre. Et comment aussi, sur des bébés qui vont pas bien, on le remarque tout de suite à des bébés qui ne vocalisent pas. Et en fait, c'est pareil, en effet, dans l'analyse, c'est toujours hyper intéressant. Et moi, je suis très sensible à ça parce que j'adore la voix. Et j'adore, je pense qu'en effet, la musique ou les espaces de musique ou de dance floor sont des espaces, en effet, de soins, mais je pense à penser, à repenser aujourd'hui. Et en effet, dans l'analyse, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les patients qui sont en face à face et comment, du coup, le son et le rythme de la parole n'est pas du tout le même que les patients qui sont allongés, et comment on voit très vite aussi la tension de stress et d'épuisement, rien que déjà au débit vocal, et comment aussi dans des moments de régression et de justement ce relâchement qu'on cherche et de laisser aller, on l'entend aussi sur des analysants allongés, et comment il y a des fois la voix change et souvent elle devient plus grave, je trouve, étonnamment. C'est en t'écoutant que ça m'a fait penser à ça. Donc oui, la voix, pour moi, elle est très importante. Et le bébé, moi, je travaillais en unité mère-bébé. On prend beaucoup soin du bébé qui va mal en lui ramenant beaucoup de sons et énormément de voix. C'est-à-dire la voix, elle permet... la thèse qui est un peu faite, c'est que la voix, elle permet de venir faire vivre tous les orifices du corps, les yeux, la bouche, les oreilles, parce qu'elle va être accompagnée par quelque chose qui va médiatiser ça, quoi. Donc oui, c'est vraiment des espaces très importants. On le voit donc, merci pour vos contributions à vous trois, que le corps est donc un espace parfois d'épuisement, mais aussi parfois de réparation, et qu'en tout cas, c'est vraiment notre canal numéro 1 en termes de santé mentale. On va se refaire une toute petite pause musicale choisie par toi, DJ Pom Pom Pom. Tu nous as proposé un morceau de Karol J. Oui. Pourquoi avoir choisi ça aujourd'hui ?
Alors la chanson s'appelle Ivoni Bonita et c'est de son dernier album et elle fait l'éloge d'une femme, donc elle parle de comment elle est belle, comment elle est intelligente, tout ce qu'elle dit et en interview elle dit qu'en fait elle parle d'elle-même. Donc moi je pensais qu'elle parlait d'une autre femme mais en fait elle parle d'elle-même et que c'est important aussi de se donner de l'amour et de se voir en fait comme les autres nous verraient en fait comme. Du coup, moi, c'est un truc, quand on parle de santé mentale, qui est un peu difficile de me donner de l'amour à moi-même. Et du coup, cette chanson me parle beaucoup là-dessus, quoi. Bah, merci pour le partage, on s'écoute ça et on se retrouve juste après sur Radio Anthropocène. Fantástica, magnífica, ética, exótica, mágica, mística, su mirada es hipnótica, única. Esa mujer es icónica. Te habla de sus sueños porque ella tiene metas, también tiene miedos, pero eso no la atormenta. Es un alma libre, quiere experimentar, no busca nada en nadie, ella es una mujer completa. Piensa que viene lo mejor, aunque le han roto el corazón. Ella no deja de querer, aunque le duela el amor. Ella es tan sensible, tan discreta, tan caliente, inteligente, tan sensual y aventurera. Y Bonnie es bonita, es casi perfecta. Ella es un escándalo, ella te quita el oxígeno. Es una obra de arte, ella es punto y aparte, y es feliz con lo básico. Y si la vieras bailando, lento es un espectáculo. Como piensas brillante, ella es impresionante, todo en ella es romántico. Et c'est reparti, écoute active. Doit-on souffrir pour créer? On vient de s'écouter Karol J, choisie par DJ Pom Pom Pom, très doux par rapport à ce que tu mixes d'habitude d'ailleurs. Oui, c'est ce que Tu t'es j'écoute permise. beaucoup de douceur, j'écoute en solo. Ouais, la douceur, je pense qu'on va en parler parce que la question aussi, c'est de demander aux artistes d'être sincères, vulnérables émotionnellement, disponibles dans un système souvent précaire et hyper compétitif. Et je voulais aussi qu'on aborde ce sujet ensemble. Est-ce qu'on peut vraiment prendre soin de soi dans un système qui nous use
quelque part. Et Mélanie, je vais commencer par toi. À quoi sert la thérapie si les conditions matérielles restent violentes ? C'est une très bonne question. Je pense que la thérapie, justement, elle peut venir faire ces sas de décompression et ces sas je pense, de relâchement dont on parlait, et surtout de prise de recul. C'est-à-dire ce que moi j'entends, entre autres avec un artiste que j'ai, ce qui m'explique aussi, c'est l'épuisement, c'est la solitude. C'est-à-dire que c'est une grande solitude. C'est que, alors, je trouve que la question du dance floor et de la joie, elle peut un peu aujourd'hui se retourner aussi à l'inverse, c'est-à-dire être une nouvelle injonction qui serait qu'il faut que l'artiste soit de fait joyeux, bien, dégage quelque chose de lui. Je trouve qu'il y a aussi en effet, comme disait Cindy, qui peut être assez performatif et qui peut être aussi une injonction à transmettre de la joie, et où du coup la vulnérabilité, elle se perdrait un peu quand même en cours de route. Et aussi à beaucoup produire de contenu, qui est un peu une injonction aujourd'hui, c'est-à-dire faut être artiste, mais il faut aussi être sur les réseaux, il faut aussi parler de soi. Je trouve que c'est à la fois beaucoup de solitude, et où je pense qu'avant, l'artiste pouvait être protégé un peu par cette représentation de l'artiste un peu détaché et qui va mal. Je pense que ça pouvait presque quand même des fois créer un écart, où là j'ai l'impression que l'artiste, il est toujours de fait sur le devant de la scène et il doit toujours fournir des moments de contenu. Et je pense que c'est ça aussi que la thérapie peut venir, qui est de prendre du recul et aussi de se défaire un peu de cette demande narcissique qui, je pense, peut être épuisante et très forte, assez insécurisante. Oui, c'est très intéressant cette histoire de la visibilité à tout prix, d'être artiste mais pas que. On vous demande pas, il faut promouvoir vos événements, il faut promouvoir vos dates, il faut avoir une image publique, une image réelle, qui soit visuelle. Est-ce que c'est une injonction que vous ressentez, vous, en tant que artiste ? Oui, c'est-à-dire que au final, je suis pas juste DJ. Donc on parle de la fatigue sur scène, etc. Mais il y a chercher des dates, préparer les dates, se promouvoir. Quand tu as fini une date, qu'est-ce qu'il faut faire, l'administration, il faut tout comprendre. Donc en fait, c'est pas juste un métier artistique. Il y a le tout qui peut être très très épuisant, et qu'en fait quand on se lançait dedans, on n'avait pas capté qu'il y avait tout ça à côté. Oui, c'était pas le plan de départ. Oui, c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose qu'on sait avant de se lancer finalement. On l'apprend sur le tas. Cindy, ça a été ça pour toi aussi ? Oui, en fait, j'ai l'impression que, je rebondis sur ce qu'a dit, mon cerveau il va à 1000 à l'heure, mais oui, il y a cette injonction-là. Il y a le fait moi, je crois qu'à un moment, j'ai compris que, en fait, être artiste, en tout cas, être là dehors, ça pouvait ça me transformait, en fait, aussi en surface de projection. Donc, du coup, pour moi, c'est surtout, c'est OK. C'est OK. J'imagine que ça fait partie de la mission de fournir un espace de projection à des gens qui viennent raisonner avec. Ça peut être quand même, c'est souvent un truc assez déshumanisant. Donc du coup, moi, c'est surtout avoir un recul par rapport à ça. Me dire, en fait, les gens, ils vont projeter des choses sur moi, et parfois, c'est des choses qui pourraient être narcissiquement assez flatteuses. Mais en fait, ces choses, elles disent pas forcément de moi. Elles disent des personnes qui projettent sur moi. Donc déjà, ça, c'est assez cool, pour mettre une espèce de distance et rester connecté à soi. Et du coup, pour moi, par exemple, la thérapie, on parlait tout à l'heure, Mélanie en parlait tout à l'heure, pour moi, c'est aussi vraiment garder un axe de connexion avec moi. C'est pas forcément un endroit pour moi de relâchement, c'est vraiment un endroit de, en fait, je reste en connexion avec moi et effectivement de recul aussi. Et je pensais aussi à quelque chose concernant la joie. C'est vrai que sur cette injonction à la joie qui est, j'ai l'impression en tout cas, je lis et je vois des choses assez fortes sur la joie, beaucoup de la part de personnes queer, beaucoup de la part de personnes queeracisées, beaucoup de la part de personnes racisées, et que j'ai l'impression qu'il y a aussi une mauvaise interprétation de cette émotion-là, hyper binaire comme plein d'autres, et où en fait, pour moi, quand on parle de joie et du fait de vouloir créer de la joie, c'est pas un espace dépourvu de vulnérabilité, parce qu'on parle pas de fête. En fait, on parle de la joie profonde qui est aussi de savoir qu'on arrive dans cette joie parce qu'il y a des choses qui sont traversées, parce que c'est pas de la légèreté il faut que ce soit tout cool. Pour vraiment, je pense, épouser la joie, vraiment se laisser transformer, ça demande aussi une forme de vulnérabilité. Et ces réflexions-là, elles me sont aussi beaucoup transmises
par plein d'autrices, notamment j'en cite une qui s'appelle Kiemi, et qui vient de sortir un ouvrage collectif qui s'appelle Pour la joie et qui aborde justement les questions de joie comme politique. Mais c'est vrai qu'on voit vachement en ce moment ce truc un peu aussi de la joie militante, voilà. Ces notions-là, ouais. Oui, c'est ça, et des groupes majoritaires qui sont là, mais c'est quoi, on peut pas être dans la joie. Non, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de la joie qui transforme et qui connecte via aussi la vulnérabilité. Oui, c'est très riche comme réflexion, effectivement, ces questions de joie, de partage militant qui ne sont pas si simples finalement et qui manquent parfois de nuances quand elles sont dites comme ça. Mélanie, tout à l'heure, Cindy parlait de ce que les gens pouvaient projeter de soi. Ça me fait beaucoup penser à la question de la notion de transfert en thérapie. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu lié ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de lié. Et en effet, je pense que c'est très important le transfert, tout comme je pense votre place d'artiste, c'est au même endroit quand tu parles de narcissisme, qui est à la fois de se déplacer, c'est-à-dire, comme tu dis, de rester connecté à soi, pour pas prendre quelque chose en permanence pour soi et de plein fouet. Mais ça demande en fait beaucoup de charge mentale. C'est-à-dire, ça demande, et justement, c'est là que la thérapie, elle peut vraiment aider. Quand je dis relâchement, moi, c'est justement d'avoir un espace qui revient à soi et un espace où tu n'as plus à être cette zone de projection et où juste tu te reconnectes à toi et où je suis... et du coup, oui, c'est exactement la même chose que le transfert, où la question du transfert en thérapie, c'est pas de prendre pour soi au sens, je dirais... de Mélanie Goss en tant que personne, enfin de chair, c'est à ce moment-là ce qui se passe aussi dans cette énergie, parce qu'en effet, l'analyse, elle peut être à plein d'endroits ramenée à quelque chose de la scène et aussi de quelque chose d'un espace imaginaire et d'un espace, quand on incarne quand même beaucoup l'analyse, de flux d'énergie qui se traversent et qui est justement de pas s'arrêter et de toujours remettre du mouvement. Mais ça, comme tu disais, Cindy, c'est beaucoup d'énergie. Moi, si je suis à mon cabinet, à un moment donné, ça s'arrête et j'ai pas en effet des dates à trouver, à chercher, à promouvoir encore telle et telle chose. Et c'est vrai que vous, c'est vraiment, je pense, un peu ce chose qui peut très vite être un peu tout le temps, quoi. Oui, absolument, c'est important de parler des conditions matérielles qui font que, effectivement, il y a un cadre qui n'est pas toujours très clair, qui est même plutôt flou, et que donc c'est beaucoup, comme le disait Mélanie, de charge mentale pour toi de le créer finalement, ce cadre, et de l'adapter à ta création et à ta pratique surtout. Ouais. Comment on fabrique des espaces plus soutenants dans le milieu musical ? Comment on pourrait faire peut-être DJ Pom Pom Pom, c'est pour toi, puisque tu crées par exemple avec Oshumare un collectif de personnes afro-queer. Voilà, tu es très engagée pour créer ces espaces-là de soins collectifs quelque part. Voilà, c'est arrivé, c'était une envie ou c'était presque une obligation pour te sentir bien dans cette industrie musicale ? Comment c'est arrivé ? C'était une nécessité. Parce qu'en fait, quand tu dis comment on crée cet espace, pour moi, la première chose que je me dis, c'est pour les personnes qui ne sont pas concernées, d'être à l'écoute. C'est-à-dire que moi, s'il m'arrive quelque chose dans un lieu, j'ai besoin d'avoir la sécurité de me dire, si je vais voir les personnes, je me sens à l'écoute, même si c'est un truc vraiment minime. Juste dire je suis fatiguée, j'en dis ah oui, ok. Juste ça. Et du coup, c'est la nécessité est arrivée de me dire je vais travailler avec des personnes qui me ressemblent parce que j'ai moins peur de ne pas être écoutée avec ces personnes. Pour moi, c'est vraiment le minimum du minimum. C'est que là, si je vais voir une personne... juste une personne qui a ses règles et je lui dis moi j'ai mes règles, la personne va dire ah bah oui d'accord, oui tu es fatiguée, il va pas y avoir de questionnement. Donc c'est la première base qui a fait que j'avais ce besoin là, et après de me rendre compte que d'autres personnes ont ce besoin, et du coup c'était se retrouver ensemble, de dire on va créer cet espace en écoutant les besoins de tout le monde, et puis du coup en aller cherchant les autres besoins. Aller dire toi je ne fais pas partie je ne vis pas ce que toi tu vis, quel est ton besoin? Et donc ça a créé un collectif où on s'écoute, on essaye de créer ensemble, on s'adapte aussi en fonction d'eux,
Donc, je me souviens plus exactement l'intitulé de la question, mais c'était un peu ça. T'as complètement répondu. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on individualise aussi peut-être trop la souffrance en mode prends soin de toi, respire, mets des limites. Le soin, finalement, il peut être politique. Tu le fais dans ton espace au Choumaré. Peut-être pour toi aussi, on en parlait un petit peu en off en buvant un café avant ce plateau, Cindy. Mais tu disais, c'est très concret des fois. Toi, c'est dans tes contrats. Tu poses certaines choses très claires, avoir une chambre seule. Enfin, voilà. Et du coup, organiser ces conditions matérielles pour être dans de bonnes conditions pour jouer et pour faire ton travail, c'est quelque chose que tu pratiques aussi. Oui. Et puis, du coup, je suis aussi entourée. Depuis l'année dernière, j'ai un manager. Et j'ai fait ce choix. Donc, une personne qui prend 15% de tout ce que je gagne pour m'aider justement à alléger cette charge mentale. Et à aussi faire en sorte que c'est pas moi qui vais forcément négocier les choses. Donc moi, je peux rester aussi dans un espace de création. Et c'est pas moi qui dis rajoutez-moi une chambre seule sur le contrat. Donc c'est vrai que j'ai la chance et travailler pour évidemment avoir cette possibilité-là. Et c'est vrai que ça change complètement. C'est-à-dire que il y a vraiment une personne à qui je peux dire en fait là, voilà ce dont j'ai besoin. Et cette personne, elle va faire de son mieux pour que ses besoins soient rejoints. Je ne sais pas comment dire. Et je voulais aussi dire, témoigner par rapport aux soirées au Choumaré. J'ai pu aller à quelques soirées et c'est vrai que je ne suis pas allée à beaucoup de soirées d'ailleurs, mais peut-être 2 ou 3. Et c'est vrai que ces espaces sont incroyables, même en tant que public, quoi. Il y a vraiment... et c'est pas forcément, je saurais pas trop comment dire de mots, mais c'est vrai qu'en tant que peut-être corps minorisé, il y a vraiment une espèce de possibilité aussi, je trouve, de relâchement, quoi. On sait qu'on va pouvoir danser, on sait qu'on va pouvoir exprimer des choses du corps sans être sexualisé. On sait que, en fait, c'est des espaces qui sont importants. Donc, merci, DJ Pom Pom Pom, d'avoir de fournir ces espaces-là. Merci pour le retour. Et je vais juste rajouter là-dessus que j'ai l'impression aussi que quand les plus minorisés se sentent bien, tout le monde se sent bien. Et du coup, que dans les soirées au Choumaré, il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout minorisées, qui se sentent bien, parce qu'aussi en rentrant dans l'espace, c'est des personnes qui connaissent l'espace, etc. Et ce qui fait que tout le public rentre dans une énergie où tout le monde se sent bien et pas juste les artistes sur scène. Intéressant de partir des plus, entre guillemets, je mets un grand mot, vulnérables dans la société capitaliste et sexiste dans laquelle on vit, pour que finalement ce soit la norme qui permettrait peut-être que tout le monde se sente bien dans les espaces. Ouais, c'est l'idée, quoi. C'est pas de créer juste des oasis. Idéalement, ce serait vraiment que ça puisse révolutionner tout, quoi. Un projet politique presque. Regardez comme c'est bien. On arrive déjà à la fin de cette émission. Je voulais finir par une dernière question à vous trois. Si vous pouviez imaginer un écosystème culturel qui ferait du bien autant au public qu'aux artistes, il ressemblerait à quoi? Alors, il y a déjà au Choumaré, mais peut-être si tu avais des moyens illimités, qu'est-ce que vous feriez, vous? Et je vais, commencer par toi, Mélanie, parce que pour les backstage de l'émission, j'ai un petit peu peur pour ma batterie d'ordinateur, donc j'aimerais bien pouvoir te laisser répondre à cette question en premier, si tu le veux bien. Du coup, qu'est-ce que ce serait un nouvel espace un écosystème culturel qui ferait du bien autant au public qu'aux artistes? Comment on pourrait l'imaginer, toi, de ton point de vue? Moi, de mon point de vue, je travaille avec je pensais à ce que tu disais, Cindy, DJ Pom 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 sur la soirée que tu crées. Je travaille avec un collectif aussi qui pense à Paris des espaces pour les lesbiennes, pour les personnes trans, des espaces de danse et aussi des espaces, je dirais, érotiques. Et je pense qu'en effet, c'est presque de penser en termes d'écologie, qui serait plus d'économie, et de faire ce travail donc systématique, comme tu disais DJ Pom Pom Pom, qui est, je pense, en effet, de créer des chaînes de care et de soins, mais parce que tout le monde a un endroit politise sa place et pense quelque chose du consentement. Mais ça demande aussi ce que tu disais aussi, Cindy, et que je trouve qui est toujours repris par les courants majoritaires, et c'est ça la difficulté. C'est comme aujourd'hui, je trouve que la joie, tu as raison, est repris complètement par les espaces majoritaires, et le vide, en fait, de ce que c'est que vraiment la joie au sens presque de Spinoza, qui est en effet un être ensemble
à ce moment-là qu'il y ait une puissance. Et là aussi, la question du consentement et de justement de créer comme ça, qui demande beaucoup de communication, beaucoup de paroles. Ce que je pense, tu fais DJ Pom Pom avec tes soirées, qui est vraiment de créer un espace collectif de gens. C'est pas qui se ressemblent, c'est que de gens qui ont une altérité ou une envie commune et où chaque écart est pensé justement pour que chaque personne trouve son souffle, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense que pour l'instant, malgré toute la volonté, il y a encore des oasis, mais qu'on n'est pas encore dans quelque chose, tellement le système majoritaire, je pense, en plus récupère les choses et les récupère mal, permettent pas encore, mais je pense que c'est vraiment, comme vous dites, le corps, le flux, les énergies, je pense que c'est vraiment quelque chose du côté de l'écologie, mais qu'amène en fait aussi le son, la musique. Je pense un corps multiple, quoi. C'est le rhizome un peu, c'est la multiplicité, c'est comme tu disais Cindy, la polyphonie. Enfin, je pense que c'est ça qu'on aimerait, comme le soin et la psychanalyse, c'est-à-dire que la psychanalyse aujourd'hui, qu'elle soit de plus en plus collective, accessible et beaucoup moins centrée quand même encore sur un reste capitaliste qui est encore très individuel, bourgeois, un jeu très marqué, alors qu'en fait le jeu il peut se démultiplier. Et rencontrer les infinis jeux. Enfin, je sais pas si c'est très clair, mais... Amen. Merci, tu nous as fait presque un résumé total de l'émission. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton esprit de synthèse. Et c'est chouette de finir sur la question de l'écologie pendant qu'on est au festival à l'école d'Anthropocène. Donc, merci pour ça. Je vous pose aussi donc la question de votre point de vue, peut-être plus de témoignage. Comment on peut imaginer un écosystème culturel qui ferait du bien ? Dans la question tout à l'heure, tu as dit un truc ultra important, c'est les moyens illimités. C'est-à-dire que je pense que c'est ça qui manque à Auchemaret, mais en fait à tous les projets dans lesquels je suis, c'est qu'en fait ça se base aussi beaucoup sur la précarisation des artistes. C'est-à-dire que si je devais... moi en fait, si je devrais me rémunérer pour tout ce que je fais. Il y a des artistes, je pense qu'on devrait les rémunérer plus. Les artistes du collectif, les artistes qu'on invite. Des fois, j'ai un peu honte de contacter l'artiste. Je dis, en fait, moi, là, le budget que j'ai, c'est que ça. Et ça me fait beaucoup de peine parce qu'en fait, on est vraiment des artistes souvent qui n'avons pas forcément la possibilité d'aller travailler dans d'autres domaines pour des raisons de santé mentale. Pour plein de raisons, en fait, c'est pas possible. Donc, en fait, notre art, c'est notre seule façon de survivre aussi. Mais du coup, en même temps, il faut payer le loyer. Donc, je pense que c'est ça aussi, le monde idéal, c'est un monde soit où on n'a pas besoin d'argent, ou soit où on a de l'argent en illimité pour tous ces projets-là. Merci, c'est un appel lancé dans l'air comme ça, si quelqu'un nous entend. Et pour toi, Cindy? Franchement, j'ai rien à rajouter, je veux tout comme elles ont dit, elles. Parfait, voilà, merci on est raccord. Eh ben, on arrive donc à la fin de cette émission. Merci énormément à toutes les trois d'avoir participé à cette dernière de la saison d'Écoute Active. On a essayé de déplacer une question, se demander pas seulement les artistes vont-ils mal, mais plutôt qu'est-ce qu'on leur demande de porter. On leur demande de nous émouvoir, de mettre des mots là où parfois nous n'en avons pas, de transformer le chaos en quelque chose qu'on peut partager, une chanson, une voix, une fête, un texte, un moment où soudain on se sent un peu moins seul. Mais derrière cette émotion collective, il y a donc des corps fatigués, des économies fragiles, des personnes à qui on demande parfois d'être sincères, vulnérables, disponibles, sans toujours leur offrir les conditions pour tenir. Alors peut-être qu'au fond, il ne s'agit pas de savoir s'il faut absolument souffrir pour créer, mais peut-être il faut surtout se demander à quelles conditions peut-on continuer à créer sans se perdre. Comment faire de la musique, de l'art, de la fête, non pas des lieux où on se consume, mais des endroits où quelque chose circule, soigne et relie. Peut-être accepter aussi cette idée simple, une œuvre n'a pas besoin d'être née d'une destruction pour être profonde. Merci beaucoup encore à vous trois d'avoir participé à cette émission, d'avoir partagé vos réflexions, votre expérience et aussi vos doutes. Et merci à vous de nous avoir écoutés. C'est la dernière de la saison pour Écoute Active. Donc, immense merci à Radio Anthropocène pour la diffusion et les techniques toute l'année. Merci Florian d'être mon complice là-dessus. Merci à la fabuleuse cantine pour l'accueil. Bon festival à l'école de l'Anthropocène. D'ici là, je vous souhaite un très bel été. Prenez soin de vous. Et encore merci à vous trois. Merci Camille. Beaucoup. Écoute Active.